Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 juin, ça y est, c'est le week-end enfin. Et nous sommes donc la fin du mois de juin et je vais faire cette vidéo que j'adore faire chaque année, la présentation de mes meilleures lectures à la mi-année. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire parce que ça me permet de me replonger dans mes lectures, dans toutes les lectures que j'ai faites depuis le début de l'année, de me les rappeler, de les comparer et puis de sélectionner un peu celles qui m'ont le plus plu. Et c'est celle-ci que je vais vous présenter et j'en ai sélectionné 10. Donc ça va être un petit peu long. Je commence tout de suite. Il n'y a pas d'ordre de préférence dans ces 10 meilleures lectures. Une des 10 meilleures lectures que j'ai faites jusqu'ici depuis ce début d'année, c'est La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Je vais essayer de ne pas tout résumer le livre, sinon ça va être trop long. Et puis pour la majorité de ces livres, je les ai présentés dans des points lecture. Mais La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, c'est une saga familiale. On va suivre tout au long du XXe siècle l'histoire de la famille Trueba, qui se retrouve aux prises avec l'histoire de son pays, que l'on devine être celui de l'auteur, à savoir le Chili. Les personnages sont tous étranges, complexes, originaux, voire très extravagants. Les aventures de tous ces personnages vont se mélanger au tourbillon d'événements autour de l'histoire très spécifique de ce pays tout au long du XXe siècle, notamment la montée du communisme, la victoire d'un président de gauche, son renversement du pouvoir, l'instauration d'une dictature militaire. C'est une histoire extrêmement dense, très rythmée, il y a énormément de rebondissements, c'est très bien construit. C'est une vraie cavalcade sur presque tout un siècle. L'écriture est belle, très agréable, pas du tout vieillotte pour un roman qui est paru au début des années 80. C'est une écriture vraiment riche, très sensuelle, pleine d'images, d'odeurs, de couleurs. J'ai beaucoup aimé cette plume dense, mais aussi pleine de fantaisie, avec un humour très piquant. J'ai adoré cette plume d'Isabelle Allende. J'ai aimé que soit racontée la difficile histoire du peuple chilien par le biais de la vie de cette famille complètement loufoque, la famille Trueba. La plongée sociale, elle est très bonne. L'intrigue politique, je l'ai trouvée passionnante. Et le fait que les personnages de cette famille soient très affirmés, complètement barrés, ça donne encore plus de piquant et aussi d'humanité à cette histoire. Donc voilà mon premier coup de cœur de l'année 2025, La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Alors, deuxième livre que j'ai sélectionné, c'est Ouris de Kamel Daoud. Hop, on va faire un petit peu de place. Ouris de Kamel Daoud. C'est un roman qui m'a captivée et en même temps horrifiée par son histoire horrible, qui m'a envoûtée par sa plume riche, par une plume vraiment une plume que j'ai trouvée magnifique. Ça m'a beaucoup touché cette plume de Kamel Daoud que je découvrais. Kamel Daoud, il revient sur la décennie noire à la fin des années, juste avant les années 2000 qu'a vécu l'Algérie, et il nous raconte l'histoire d'une jeune femme rescapée d'un massacre perpétré par des islamistes dans son hameau de montagne. Cette jeune femme est restée muette avec une cicatrice sur la gorge et en plus elle ne porte pas de voile, cette jeune femme, et désormais elle vit à Oran et elle est très mal vue par la population elle-même ainsi que sa mère adoptive parce qu'elles sont laïques. Donc le récit, c'est le récit de cette jeune femme qui est remplie de colère, qui s'interroge sur le silence autour de cette guerre civile qui a fait tant de morts dans son pays. Elle cherche à comprendre, elle provoque également beaucoup et elle va rencontrer d'autres personnages qui ont vécu les mêmes faits. C'est donc un long monologue. Alors c'est un monologue très particulier puisque, ça je spoil rien, on le sait dès le début. En fait, elle s'adresse à l'enfant qu'elle attend. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Donc elle fait son long monologue, elle raconte toute son histoire et toute sa rage
à l'enfant qu'elle attend, et elle se demande pourquoi, enfin à quoi bon mettre au monde un enfant qui risque d'être une fille dans un pays aussi violent pour les femmes. Voilà sa pensée et sa rage. L'intrigue tourne autour du fait de savoir si elle va ou non garder cet enfant, et aussi qui est le père. Alors c'est un roman très très dur, on n'est pas épargné en matière d'horreur, de barbarie sanguinaire qui a pu exister dans ce pays. On n'est pas épargné non plus en termes d'exploitation de la femme, c'est absolument glaçant. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre coup de poing, effrayant et passionnant à la fois. C'est aussi un livre magnifique qui met en avant les personnes, les rescapés, ceux qui savent s'adapter, qui continuent et qui reconstruisent comme ils le peuvent leur vie. La narration, je l'ai trouvée originale, très originale et vraiment parfaite du début à la fin. Vraiment, j'ai aimé l'écriture de Kamel Daoud, que j'ai trouvée très belle, très lyrique, spontanée, originale, jamais lourde. Voilà, une écriture qui a su rendre lumineuse cette histoire vraiment très très sombre. Alors, troisième lecture qui m'a énormément plu depuis ce début d'année, c'est Eden, de l'auteure islandaise Auður Ava Ólafsdóttir. Je crois que c'est son dernier roman, paru en France tout du moins. Alors j'aime beaucoup les romans de cette auteure islandaise. J'aime leur simplicité, leur sensibilité, le ton réfléchi, les petites notes rigolotes. Et puis voilà, l'Islande, c'est un pays que j'adore, où j'ai déjà pu me rendre, et j'aime énormément ce pays, son côté brut, la nature brute. Bref, dans ce roman, on suit Alba, qui est une femme quarantenaire, qui est chercheuse en linguistique, qui décide de tout plaquer, de quitter la ville pour s'installer dans une petite maison d'un village de campagne, où elle va retaper la maison et tenter de faire un petit jardin, voire même une forêt sur ses terres, sachant que les arbres ne poussent pas ou très très difficilement en Islande. Et elle va s'intégrer dans ce petit village qui est juste à côté de sa maison. Elle va faire de très chouettes rencontres. Elle va se construire une nouvelle place, une nouvelle vie en fait. C'est l'histoire d'une femme qui s'affirme, d'une femme qui s'apaise. Mais c'est aussi un superbe hommage à une nature en plein bouleversement, et il y a toute une histoire autour de ça, une nature qui est menacée par pas mal de projets industriels de grande ampleur. Il y a aussi toute une histoire avec des migrants qui viennent de s'installer dans le pays, et toute une histoire avec ces personnages, avec un très bel hommage qui leur est rendu à leur courage, à leur force. Et c'est aussi un livre qui parle des langues. Il y a plein de références linguistiques, et ça j'ai adoré parce que j'avais étudié la linguistique à la fac et ça me passionnait. Donc un roman où il y a énormément de références à la langue linguistique, je suis sûre de rentrer dedans. Pour résumer sur Eden, j'ai trouvé que c'était un très beau roman rempli d'humanité, de sensibilité, très fin, qui traite des bouleversements géologiques, géographiques et linguistiques dans notre monde. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et je vais boire un petit coup de thé glacé. Autre gros coup de cœur depuis ce début d'année 2025, c'est le dernier roman de Haruki Murakami, La cité aux murs incertains. Alors Haruki Murakami, je suis une fan inconditionnelle de cet auteur, depuis l'arrivée en France de ses premiers romans, il y a plus de 20 ans. J'aime son univers décalé, son écriture aérienne, et c'est lui et aussi Totoro, faut le dire, qui m'ont fait aimer le Japon et me donner les moyens de m'y rendre à plusieurs reprises. Ce roman-là, en fait, c'est un truc que je fais jamais, mais le jour où il est sorti, j'étais en librairie, c'était le but de ma journée, de passer en librairie pour l'acheter, et voilà, et à peine rentrée, je l'avais commencé, c'est dire ma passion pour cet auteur. Alors, La cité aux murs incertains, c'est un voyage onirique, une histoire d'amour impossible, qui se déroule dans une cité mystérieuse où on va découvrir au fur et à mesure tous les rouages de cette cité mystérieuse.
Comme toujours, avec l'auteur, c'est une histoire très originale, décalée, qui met en scène des personnages solitaires, sensibles, dans une atmosphère. Il y a beaucoup d'étrangeté, on a l'impression parfois qu'on va un peu au-delà du réel, et c'est rempli d'une douce mélancolie. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, dans ce roman particulièrement, et comme dans certains de ses autres romans, il fait ça assez régulièrement, il développe deux univers parallèles qui sont fermés l'un à l'autre et qui vont venir coexister. Et il nous laisse deviner en fait les liens très subtils entre ces deux univers. Et de cette façon, il explore vraiment finement et avec un imaginaire incroyable. Il explore les thèmes du temps, de l'identité, de l'amour, de la mort. J'ai aimé me laisser porter par ces mots, par ces phrases, par ces personnages bourrés de mystères, par ces mondes fantastiques qui sont pourtant très très proches du nôtre. C'est du réalisme magique, c'est souvent chez Murakami. Ça interroge sur l'existence de la réalité, ça sème des doutes sur la présence de magie dans notre ordinaire en fait. À la fin, on ne sait plus trop où il a voulu nous emmener, certainement nulle part, voilà, juste nous faire voyager dans son monde, dans son histoire, dans son monde mystérieux, et nous faire aussi passer plein de messages, et moi c'est juste parfait, j'adore me laisser porter là-dedans. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais moi les histoires, je ne les retiens pas. C'est la plume et l'ambiance et l'univers qui sont le plus important pour moi en littérature. Et voilà, en tout cas, moi, je me suis laissée porter par son dernier roman. Et voilà, ça fait du bien de se laisser flotter dans ses mots, dans son univers. Et je recommande fortement l'expérience. Alors, ensuite, j'ai sélectionné dans mes lectures, j'ai sélectionné, bien entendu, Dacier de Silvia Avallone. Donc là, on est dans la littérature italienne. Pareil, c'est un roman dont j'ai parlé en point lecture déjà, donc je vais pas tout réexpliquer, mais dans ce roman, on suit Anna et Francesca, qui sont deux ados très très belles, tous les garçons les regardent. C'est un peu les petites reines de cette ville industrielle de bord de mer où elles vivent. Et une ville qui vit grâce à une grosse aciérie, donc, et une industrie qui commence à décliner. On est à la fin des années, on est dans les années 90. Et Anna et Francesca, elles vont jouer de leur beauté éclatante, elles vont rêver d'évasion, elles vont parier sur leur amitié inconditionnelle pour se sortir de cet endroit où elles n'ont pas d'avenir. Il y a beaucoup de chômage et les hommes qui ont le plus de chance travaillent aux aciéries et les femmes restent au foyer. Donc elles vont compter sur leur forte amitié pour un jour pouvoir imaginer de quitter cette ville. Et il y a tout un tas d'autres histoires autour d'autres personnages qui les entourent. C'est un roman social très, très âpre, très vrai. C'est solaire, c'est poignant, ça dégage pas mal d'énergie par les personnages sont très forts, leurs histoires aussi. C'est aussi un roman initiatique avec notamment la découverte des notions d'amitié, la profondeur d'une amitié, mais aussi la découverte de la sensualité, de la sexualité. L'écriture de Silvia Avallone, c'était une énorme découverte pour moi. Au-delà de l'histoire, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Je l'ai trouvée limpide, riche, très sensuelle. Elle fait juste du constat de la vraie vie. Elle en fait quelque chose de magique. Pourtant, c'est du roman social noir. Et les romans sociaux, ce sont mes romans préférés. Ce sont ceux qui racontent la vraie vie. Là, il n'y a pas non plus... C'est difficile de trouver des romans sociaux sans condescendance et sans larmoiement. Là, il n'y a pas du tout de ça. C'est un roman duquel ne ressort ni espoir, ni désespoir, mais juste l'amour, la vie, je dirais la lumière. Et c'était excellent, c'était aussi bon qu'un bon film de Ken Loach, dont je suis fan. Donc voilà, Silvia Avallone, je pense que j'y reviendrai. Je pense elle fera partie, ce roman fera partie, c'est sûr, de mon top 10 de la fin de l'année. Quasiment sûre. Du coup, je vous parle directement du roman suivant
que je n'ai pas encore chroniqué dans un point lecture, mais je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et ben c'est un nouveau Silvia Avalone et il rentre dans mon top 10 de mes lectures depuis le début de l'année. Je l'ai tout autant aimé que d'Acier. Ouais, voilà, tout autant, peut-être plus, je sais pas. Bon, allez, on va dire tout autant. On est également dans une histoire d'amitié très forte entre deux adolescentes. Et ça traite de l'importance de cette amitié, même si elle évolue, et l'importance que cette amitié aura dans les trajectoires de vie de chacune. Alors par contre, au contraire de dans Dacie, on n'est pas du tout dans des milieux sociaux défavorisés, on change de milieux sociaux, et Silvia Avalone, elle aborde aussi d'autres thèmes dans ce roman, comme la solitude, le rôle des mères, la maternité, les liens particuliers au père. C'était tout aussi passionnant, bien creusé, avec des personnages très vrais, complexes, qui restent très longtemps en tête. J'ai adoré retrouver, je l'ai lu il y a 2 semaines, 3 semaines maximum, j'ai adoré retrouver l'univers social, la plume de Silvia Avalone. Voilà, et voilà, j'en parlerai plus en profondeur dans un prochain point lecture. Mais voilà, c'était un vrai coup de cœur. Silvia Avalone, une amitié. Je vais reboire un petit coup parce qu'il fait vraiment chaud. Autre coup de cœur de ce début d'année, de cette première partie d'année 2025, c'est Seul dans Berlin de Hans Fallada. C'est un classique de la littérature allemande que j'avoue, je ne connaissais pas du tout l'auteur, je ne l'avais jamais lu, je ne connaissais pas. Et ce roman nous plonge dans la vie quotidienne des habitants de Berlin qui sont sous le joug du nazisme. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue et les habitudes de vie en Allemagne, notamment à Berlin, sous le nazisme, d'autant que Hans Fallada l'a vraiment vécu. On découvre des habitants contraints de plier l'échine, d'accepter des postes pour l'industrie de guerre, d'accepter aussi la faim, le manque de tout. C'est un monde où règne la méfiance et la délation, et il va y avoir en fait une intrigue autour il va y avoir un long jeu de chat et de souris qui va se mettre en place entre la Gestapo et un couple de cinquantenaires, les Kangel. Un couple qui vient de perdre son fils au front et qui se rebelle, qui rentre un peu en résistance, seul. Ils vont distiller des cartes postales sur lesquelles ils écrivent des discours anti-Hitler et ils vont les déposer incognito dans toute la ville. Et on va suivre leur longue descente aux enfers de ce couple. C'est tiré d'une histoire vraie. On va suivre tout ce qu'ils vont vivre d'atrocités et de violence, mais aussi toute leur dignité, leur courage et les rencontres qu'ils vont faire durant leur enfer et toutes leurs réflexions. On suit également les parcours de vie d'autres personnages à qui il arrive plein d'histoires et personnages tout aussi prenants, des histoires tout aussi prenantes que celles des Kangol, donc l'histoire principale. J'ai beaucoup aimé cette lecture, la narration est super bien menée, la plume est riche, fluide, pas du tout désuète, les personnages sont tous fouillés et complexes, et malgré le fait que ce soit triste et dramatique, il y a quand même pas mal de cocasserie et d'humour. Ça, c'était pas évident à faire passer dans ce genre de roman, donc c'est vraiment une belle réussite. J'ai trouvé que tout en finesse, l'auteur nous arrivait à nous parler de la lâcheté humaine et à nous faire prendre vraiment conscience de la profondeur du terme de résister, toute l'abnégation de soi que ça exige, toute la douleur physique et psychique que ça implique, et aussi tout l'amour de l'humanité que ça exige, quoi. C'est un roman que je trouve essentiel sur l'absurdité de la guerre, sur les atrocités de la guerre, et aussi sur le courage dont est capable l'être humain. Un gros coup de cœur pour Seul dans Berlin de Hans Fallada. Alors, il reste 3 lectures à vous présenter. Celui-ci, j'en avais parlé en point lecture. Le garçon sauvage, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, de Paolo Cognetti,
autre auteur italien. Petit coup de cœur, c'est un court texte où l'auteur raconte une expérience qu'il a vécue au début de sa trentaine. Il avait décidé de passer quelques mois dans les montagnes italiennes, loin de l'agitation de la ville, parce qu'il étouffait un peu dans sa vie à Milan et il n'arrivait plus à écrire. On va suivre ses pensées, ses souvenirs et ses émotions alors qu'il se balade dans cette montagne. Il admire la vie sauvage, il bivouaque parfois sur les sommets où il se réchauffe, se prépare des petits plats simples avec ce qu'il a sous la main dans sa petite maison, dans son petit chalet qu'il a loué. Il va sympathiser un peu avec les rares habitants de ces hameaux où il n'y a plus personne qui habite, et donc des bergers ou des personnes un peu marginales. Il va surtout se découvrir lui-même, se confronter à la beauté de la nature, à sa solitude, à ses doutes. Il va se recentrer sur l'essentiel et puis un petit peu nettoyer aussi ses blessures de vie et aussi découvrir ce que c'est que la totale liberté. La plume est très belle, simple, poétique. C'est une superbe immersion dans les montagnes, dans la nature. J'ai trouvé ce texte vraiment prenant, très humain et intelligent sur l'importance des choses simples, sur les bénéfices de l'observation de la nature, sur l'importance de savoir se retrouver seul, de savoir ralentir son rythme pour se retrouver un peu soi-même et pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Gros coup de cœur pour Le garçon sauvage de Paolo Cognetti. Alors, il me reste 2 livres à présenter pour ce top 10 de la première partie de l'année. En fait partie Araga, dont j'ai parlé ici, un roman de Boualem Sansal. C'était la première fois que je lisais cet auteur franco-algérien. Et dans ce roman, il nous embarque dans le passé, le présent de son pays, l'Algérie, pays de naissance, il nous en parle par le biais de la rencontre de 2 femmes que tout oppose, Lamia, qui est une femme médecin qui vit seule, et Sherifa, une très jeune femme un peu écervelée, qui un jour va venir frapper à sa porte et qui s'avère être enceinte, on le sait dès le début. On va découvrir les histoires de chacune et le lien qui va se tisser entre elles. Boualem Sansal y met en place un bon suspense sur ce qui va advenir de la jeune Sherifa qui est très fougueuse et qui est très fugueuse aussi et qui n'a aucune conscience des dangers d'Alger, qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a dans ce roman une ambiance instable, inquiétante d'une ville assiégée par la corruption et par une religion très... un retour de religion très figé. Ouais, c'était assez particulier. La langue est très belle, riche, même malicieuse. Boualem Sansal, il mélange le langage familier et soutenu. Il va être capable de faire à la fois des citations de la culture pop et aussi de la culture classique, ça j'adore. Et il va aussi savoir introduire de l'humour malgré le drame. J'ai surtout beaucoup aimé le personnage de Lamia, une femme très cultivée, intelligente, indépendante. Son humour et son spleen, son caractère très affirmé, même si elle est bourrée de fragilité. Et j'ai aimé aussi découvrir l'histoire de Lamia, mais aussi l'histoire de sa famille sur plusieurs générations. Donc j'ai vraiment apprécié de découvrir Boualem Sansal. C'était une sacrée expérience cette lecture et je pense que j'en lirai d'autres, c'est certain. Donc voilà pour Boualem Sansal. Et je passe au dernier dont je n'ai pas encore parlé ici, où je l'ai juste évoqué dans un point lecture parce que je venais juste de le terminer, mais je le mets dans mes 10 coups de cœur de ce début d'année. J'en parlerai plus longuement en point lecture, mais c'est La Petite Lumière d'Antonio Moresco. C'est un vrai coup de cœur. Pour faire rapide, on suit un homme solitaire qui a choisi de vivre dans un hameau de montagne absolument désert. Il n'y a plus aucun humain, on se demande pourquoi. Il est seul, il n'y a personne autour de lui. Et chaque nuit, il voit une toute petite lumière au loin, depuis la maison qu'il habite. Et cette petite lumière, il la voit au loin, donc ce serait la trace d'une présence humaine.
elle s'agite cette lumière chaque nuit de l'autre côté de la vallée. Et le personnage va être intrigué, il va décider de découvrir qui habite de l'autre côté de cette vallée, puisqu'il y a bien quelqu'un qui allume cette lumière. Et bon, j'en dis pas plus, c'est une histoire très mystérieuse qui va nous emporter dans des choses un peu au-delà du réel, enfin on s'interroge en tout cas, et surtout la plume est extrêmement poétique, captivante. Voilà, c'était vraiment captivant. Bon, j'en parlerai, je pense, plus en profondeur en point lecture, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tout petit roman d'Antonio Moresco, La Petite Lumière. Voilà, un texte qui a des allures de conte, et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mes 10 meilleures lectures de cette première partie de l'année 2025. J'ai hâte de savoir ce que la seconde partie de cette année va m'apporter en belle lecture et de voir si ces titres-là se retrouveront dans mon top 10 de la fin de l'année entière en fait. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous avez lu, apprécié ou pas ces titres. Et aussi, je serais super curieuse de connaître vos meilleures lectures pour le moment depuis ce début de l'année 2025. Je vous souhaite un excellent week-end, de faire plein de super chouettes lectures et je vous dis à très bientôt.